Alors, nous accueillons pour notre rubrique rencontre Denis Laming, qui est architecte et on peut dire que c'est un architecte du futur. Bonjour Denis, merci de bien vouloir répondre à nos questions. Tu es donc Bonjour architecte. Hélène, avec plaisir. Tu es surtout connu pour avoir réalisé le Futuroscope en France, mais en France et dans le monde entier, tu as imaginé et réalisé de nombreux bâtiments, de nombreuses villes. Et alors, ta spécialité, c'est que ces bâtiments sont toujours en forme de fleurs, de cerveaux, de cristal, d'étraves de navires. Et ce n'est pas seulement esthétique, ce n'est pas seulement beau, ça répond toujours à une idée et à une fonction. Alors, je vais te demander d'abord, avant de parler du futur, on va parler du passé. Qu'est-ce qu'une ville au fond? Comment naît-elle? Comment se développe-t-elle? Et même, comment meurt-elle? Bien, c'est très intéressant de se poser la question qu'est-ce qu'une ville? Parce que ça n'a rien d'évident. Il faut réaliser que la sédentarisation est arrivée il y a 12 000 ans à peu près, c'est-à-dire 2000 ans avant, enfin, 10 000 ans avant Jésus-Christ. Et si l'on considère que l'aventure de l'homme, c'est entre 1 million et 500 000 ans, 98 à 99% de l'humanité s'est passé sans village et sans ville. Donc, la ville est arrivée très tardivement et de vivre en ville n'a absolument rien d'évident. La ville n'a rien d'évident. Et je vous propose d'avoir une lecture en creux de la ville. Parce que la lecture en plein, tout le monde l'a. Il suffit de la regarder. Alors que voit-on? Eh bien, on voit des rues avec des trottoirs, du mobilier urbain et des immeubles. Et puis on se dit, il y a des gens qui habitent là et qui travaillent là, et on trouve ça normal. En fait, je vous propose une lecture en creux. Avant la ville, c'est-à-dire la toute naissance, si on se pose la question comment est née la ville, comment naissent les villes, eh bien, les villes naissent par les chemins qui y mènent. C'est-à-dire qu'avant la ville, il y a les chemins. Et c'est ça qui est important. Parce que c'est ce que j'appelle la lecture en creux. Les hommes se réunissent là, alors selon des signes astraux, ça peut être la pleine lune, ça peut être le solstice, et ils se réunissent pour échanger. Alors, ils échangent d'abord la parole, ils échangent des biens, ils échangent des mythes, ils échangent, et dans les temps anciens, c'est très important pour la reproduction, ils échangent les femmes, et ils échangent les croyances. Et le premier bâtiment, ou les premiers bâtiments, le mot est fort, parce que quand vous voyez Stonehenge, il n'y a pas de bâtiment, ce sont des pierres levées. Les premiers éléments construits d'une ville, c'est un lieu de culte. C'est ce qui réunit les hommes, ce sont les croyances. Donc, en fait, dans une lecture en creux, on peut voir qu'avant la ville, il y a les chemins. Et si on saute tout de suite de la naissance des villes anciennes à la naissance des villes nouvelles, on s'aperçoit que c'est une des raisons pour lesquelles les villes nouvelles ont beaucoup de mal à démarrer. Parce qu'on crée la ville en plein, parce que quand on crée une ville nouvelle, c'est qu'on a un besoin. On a un besoin de logement, on a un besoin d'usines ou de bureaux. On a donc un besoin en mètres carrés. Et on sous-estime ou on mésestime les liens qui unissent l'entourage à la ville. Donc, ça devient des espèces de cités dortoirs un peu malheureuses, sans équipement, sans vie, etc. Donc, s'il n'y a qu'une chose à retenir sur la ville, dans cette lecture en creux, c'est que ce qui constitue une ville, ce sont les chemins. Voyez d'ailleurs deux pays très différents, l'une la France et l'autre l'Allemagne, eh bien,
En ce qui concerne la France, c'est flagrant. Paris est totalement radioconcentrique. Les villes, regardez une carte, vous verrez qu'elles sont radioconcentriques. Et si vous regardez de manière complètement différente ce qui se passe en Allemagne, eh bien, on voit une sorte de toile d'araignée, mais dans cette toile d'araignée, il y a des mini-cercles radioconcentriques, points radioconcentriques. Donc, on voit bien que ce qui compte dans une ville, ce sont les chemins. Alors, pas uniquement les chemins que l'on parcourait avant à pied, puis le cheval a été domestiqué à peu près 3500 ans avant Jésus-Christ, donc, puis ensuite à cheval. Puis ensuite, il y a eu bien sûr les chemins de fer, puis l'automobile qui a distendu le tissu urbain. Mais il y a aussi maintenant la fibre optique. Et c'est assez amusant parce que on va, avec le télétravail, et puis on assiste, c'est un peu comme un mouvement d'accordéon, on assiste à une redispersion. C'est-à-dire que la ville attire. Il ne faut pas oublier que les projections disent qu'en 2050, 80% de l'humanité vivra en ville, ce qui est absolument extraordinaire. Et on assiste actuellement à une redispersion légère, une redispersion vers l'extérieur. Donc on voit que la ville attire et rayonne. C'est une sorte de pulsation extrêmement intéressante qui doit être l'objet de toutes les attentions. Et alors, pour rester dans le passé, raconte-nous la naissance et la mort de Babylone. Et puis après, on passera. C'est parce que c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Alors, il faut dire à ceux qui regardent que moi, je te tutoie parce qu'on se connaît bien. Et quand tu dis vous, c'est parce que tu t'adresses à tous ceux qui regardent. OK ? Ah, mais Hélène, bien sûr, je te tutoie. Oui, bien sûr. Mais je m'adresse à celui qui écoute, en fait. Merci. Alors, allez, chers Babylone. amis, chère Hélène, tu et chers amis, vous. Voilà. Et vous au pluriel. Oui, alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans une ville, c'est qu'elle se développe et elle meurt. Les habitants de Babylone auraient été extrêmement étonnés si on leur avait dit que leur ville allait mourir. C'était immense, c'était une merveille du monde. Eh bien, une ville n'échappe pas au phénomène de l'entropie. Et je vais revenir à Babylone, mais je voudrais d'abord, pour que l'on saisisse bien qu'une ville est un organisme quasi vivant, très complexe, qui commence simplement et qui termine très complexe. Et à force de devenir complexe, elle meurt. C'est le phénomène de l'entropie qui est une loi qui touche l'univers, qui touche l'intelligence artificielle, qui touche l'humain, qui touche la ville. C'est-à-dire que tout phénomène se développe de simple, ils deviennent plus compliqués, c'est-à-dire que les éléments indépendants s'agrègent, les éléments qui se ressemblent, comme les êtres monocellulaires, deviennent de plus en plus complexes. Ensuite, se différencient. En ce qui concerne la ville, ça veut dire qu'au lieu d'avoir des huttes les unes à côté des autres, eh bien, elles se regroupent. Au lieu de se ressembler toutes, elles se mettent à se différencier, suivant les usages, suivant la fortune, suivant le nombre, suivant tout ce qu'on veut, les intempéries. Puis elles se différencient, et à force de se différencier, eh bien, elles se complexifient, et quand elles deviennent trop complexes, elles meurent. Et une ville, comme une civilisation, meurt. Il suffit de regarder autour de soi, il n'y a pas de civilisation éternelle. Peut-être que la plus ancienne actuellement, ce serait la civilisation indienne, les autres sont mortes. Nous en sommes les héritiers, mais elles sont mortes. Donc une ville naît par juxtaposition, puis se spécialise, puis se complexifie, et puis meurt. On n'en a pas conscience. Et les habitants de Babylone, pour revenir à ta question,
n'ont pas échappé. Et donc, en fait, c'était le roi Nabuchodonosor II qui avait épousé une femme mède. C'est une tribu qui vivait dans la montagne. Et sa pauvre femme regrettait, parce que c'était le long de l'Euphrate, Babylone, et regrettait les paysages montagneux de son enfance. Et donc, il a décidé de faire une ville-jardin qui soit un peu comme une montagne, qui ressemble. Et puis ensuite, alors donc, sa femme, évidemment, c'était une preuve d'amour évidente. Et ce qui d'ailleurs est assez intéressant, ça montre que ce n'était pas du tout des esclaves, ni des choses forcées, etc. Ces sentiments existaient dès le départ, enfin, ont toujours existé dans l'humanité. Et Babylone a subi de nombreux avatars, de nombreux problèmes, des invasions, des destructions, des inondations de l'Euphrate, et puis ensuite de la montée de la nappe phréatique, et que bien qu'elle ait été reconstruite plusieurs fois sur elle-même, a fini par mourir. Et encore une fois, si on avait dit aux habitants de Babylone qu'un jour leur ville mourrait, ils ne nous auraient pas cru. Alors, pourquoi Babylone, le bord le long de l'Euphrate? Eh bien, tout simplement parce qu'une ville, dans les temps anciens, tiennent leur caractère du matériel, des matériaux que l'on trouve sur place. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la communication et la mécanisation et l'industrialisation, les villes se ressemblent, que vous soyez en Chine, aux États-Unis ou en Europe. Un building, c'est un building. Vous ne sauriez pas, en regardant simplement le building, dans quelle ville vous êtes. Dans les temps anciens, vous pouviez deviner tout de suite, parce qu'on utilisait, c'était des villes vernaculaires, on utilisait les matériaux qu'on avait sur place. Donc une ville, c'est tout simple, c'est le long d'un cours d'eau. Alors pourquoi le long d'un cours d'eau? Parce qu'on revient au sujet précédent, parce que c'était les autoroutes de l'époque, il n'y avait pas de route. La plus ancienne route existante date de 2500 ans avant Jésus-Christ en Égypte, et faisait 10 km. Il y a 2500 ans, c'est la première route que l'on connaisse. Ce n'est pas beaucoup, 2500 ans, ça fait que 4500 ans par rapport à maintenant, une route de 10 km. Alors qu'avant, c'était les cours d'eau et des sentiers. Alors, une ville se construit en général le long d'un cours d'eau. Il faut qu'il y ait en amont une forêt, parce que c'est le bois flotté qui vient apporter le matériau du bois, et l'idéal est de le construire sur une carrière, parce qu'il suffit de prendre la pierre là où elle est. Et on est en train de définir Paris avec en plus l'île. Et voilà, et on décrit Paris, mais je veux dire, on décrit Paris comme on pourrait décrire énormément de villes qui toutes ont quelque chose qui tourne autour de cette idée, c'est-à-dire l'idée vernaculaire. Vous ne construisez pas une ville dans laquelle il n'y a pas d'eau, où il ne peut pas y avoir des champs autour à cultiver et où il n'y ait pas de matériaux pour faire la ville. Ça ne marcherait pas. Donc, en fait, c'est comme ça qu'elle naissait, ce qui n'est plus le cas maintenant. Maintenant, ce sont des villes au forceps, de manière, ce ne sont pas des villes virtuelles, on n'est pas déjà dans le métaverse, quoique, et on en parlera tout à l'heure si tu le veux bien Hélène, nous sommes quasiment au bord des villes du métaverse. Alors avant de passer aux villes du métaverse et au tout numérique, avant de passer aux enjeux de la pollution, en fait, qu'est-ce que pour toi une ville réussie? Elle naît, elle se développe, et une fois qu'elle est développée, pourquoi est-on heureux dans une ville finalement? Qu'est-ce qu'une ville réussie? Pour toi, qu'est-ce qu'une ville réussie? Ça nous ramène à Thucydide. Vous savez, Thucydide qui est connu maintenant parce que on a fait un parallèle dans les guerres actuelles avec celle entre Sparte et Athènes.
Mais Thucydide disait ce sont les hommes qui constituent la ville et non pas les seuls murs et les navires sans passagers. Donc, en fait, une ville réussie, c'est une ville, et puis Socrate lui disait à l'époque, donc vous voyez, on est vraiment 400 ans avant Jésus-Christ, les hommes viennent en ville pour vivre ensemble et ils restent pour être heureux. Donc, on a vu qu'une ville naît des chemins. Mais avant même les chemins, il y a les hommes. Et donc, en fait, qu'est-ce qui constitue une ville? Ce sont d'abord les hommes, ensuite les chemins et enfin les constructions. Et non pas l'inverse. Parce qu'on pourrait imaginer qu'on commence par des constructions, ensuite les hommes viennent et puis ensuite on fait les chemins. Eh bien non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut donc s'occuper des hommes. Une ville est constituée des hommes. Et pourquoi elle est constituée des hommes? Parce que ce qui fait le succès d'une ville, c'est son âme. Une ville a une âme. Une ville n'est pas un organisme fonctionnel dans lequel on va s'occuper des embouteillages, des évacuations des eaux de pluie, de la sécurité, de la végétation. Chacun peut avoir une idée de la ville par rapport à la gêne qu'il en a. Mais il y en a qui vont être obnubilés par la pollution. Et d'ailleurs, juste un mot sur la pollution. La ville est considérée comme la grande pollueuse, mais la ville est une chance pour la planète, une immense chance, parce que à niveau de vie égal, un citadin pollue 7 à 8 fois moins qu'un rural. Et oui, parce que le rural, il faut tirer les routes pour aller jusqu'à lui, il faut tirer les fils électriques, il faut utiliser des terrains. On ne peut pas fédérer l'évacuation des eaux, donc il va polluer. Tout est, quand il chauffe, il est obligé de chauffer les 4 murs et le toit, alors que quand vous êtes dans un appartement ou dans une ville, eh bien, vous êtes protégé par la chaleur des autres, si je peux dire. Donc, en fait, quand votre fille a un cours de danse, vous ne prenez pas votre voiture quand vous êtes en ville. Elle y marche ou elle prend le métro ou le bus. Alors que quand vous êtes rural ou banlieusard, c'est-à-dire quand vous avez distendu le tissu urbain, eh bien, vous consommez avec vos voitures. Vous voyez, je vous vois là, hein, parce que je sais que tu habites en ville, Hélène. Et en fait, moi aussi, je suis un citadin, et je suis un citadin pour être écologique. C'est-à-dire que contrairement à l'imagerie qu'on a du 68 art sur le Larzac, le bobo qui dit moi, retour à la nature, eh bien, c'est lui le grand pollueur. Et moi, si je suis citadin, c'est pour être écologique. Alors, chacun, pour revenir au sujet, chacun voit la ville suivant, et je te racontais, Hélène, que j'ai rencontré un jour d'orage au Futuroscope, un Chinois qui voulait se construire tout un quartier, qui m'avait demandé de lui étudier. C'était un orage, et puis les eaux avaient du mal à s'écouler. Et il disait, moi aussi, parce qu'on vient d'avoir plusieurs morts dans une inondation. C'était le maire de Chengdu, qui est une ville de 20 millions d'habitants au centre de Chine. Et il y avait eu des morts, et il était complètement affolé. Et il disait, pour moi, une ville réussie, c'est une ville où il y a une bonne évacuation des eaux. Non, mais vous voyez que chacun, alors qu'une ville, c'est pas ça. Une ville, c'est là où on est heureux. Et je dis souvent, et si vous pouviez ne retenir qu'une deuxième chose, à part les chemins qui y mènent, c'est sur les hommes, c'est qu'en fait, quand vous allez dans une ville et que vous cherchez à l'évaluer, cette ville, à la mesurer, eh bien, il faut la mesurer au nombre d'émotions que vous avez par minute quand vous la parcourez. C'est très important, parce que comment évaluer une ville?
Si vous êtes un administratif, vous allez vous dire combien d'habitants? Ce que d'ailleurs j'ai fait sur Chengdu, c'est mal ce que j'ai fait, c'est pas ce que j'aurais dû faire. J'aurais dû dire que Chengdu n'est pas une ville très agréable à habiter, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'émotions quand on la parcourt. Donc vous allez dire combien d'habitants, vous allez dire quelle surface, ou quel est son PIB, ou alors quelles sont les industries qui y sont, ou y a-t-il du vent, enfin je sais pas. Mais c'est pas ça une ville. Une ville, c'est et on le voit bien dans les quartiers. Si vous allez, il y avait une étude très intéressante de l'atelier parisien d'urbanisme qui avait fait une enquête. Une partie de l'enquête était sur les tours, vous savez, les tours du 15e et puis les tours du 13e. Et puis, une autre enquête sur les quartiers plus haussmanniens dans les autres quartiers de la capitale. Et il disait aux gens, êtes-vous heureux, tout simplement. Bon, c'est là où on est bien dans le sujet. C'est-à-dire que la ville, c'est pour être heureux. C'est tout simple. L'homme est un animal social qui veut être heureux. Alors donc, on demandait aux habitants, eh bien, ceux des tours n'étaient pas très heureux, et ceux des immeubles haussmanniens étaient globalement très heureux. Or, il faut savoir, ce qui est peu connu, que la densité d'un quartier haussmannien est plus forte que celle d'une tour. Et oui, c'est contre-intuitif. Un maire qui n'y connaît rien et qui arrive va dire oui, mais on va densifier tout ça, on va faire des tours. Parce qu'on se dit que dans les tours, il va y avoir plusieurs. Et alors que pas du tout. La plus forte densité qui existe, c'est la densité haussmannienne, qui est de l'ordre de 3, 3,5, quelquefois 4, entre 3 et 4. Alors que les tours, vous ne pouvez pas, parce que sinon, vous êtes obligé de les éloigner les unes des autres, et vous n'avez, sauf à New York, vous avez des tours à touche-touche. Mais quand vous vous brossez les dents le matin, vous avez l'autre qui se brosse les dents en même temps que vous, en allongeant le bras. Donc, quand les tours sont... Oui, comme dans Friends. Oui, il devenait copain avec les gens de l'appartement de l'autre côté de la rue parce qu'ils se voyaient tout le temps. Ben voilà. Mais dans les tours nouvelles, normalement, les règlements d'urbanisme, c'est ce qu'on appelle le prospect, oblige à les éloigner parce que on n'a pas forcément envie de se laver les dents avec tous les voisins de la tour d'en face. Donc, en fait, on les éloigne. Alors, si on les éloigne, à force de les éloigner, la densité diminue. Donc, la densité est une amie. Parce que contrairement à ce que l'on croit, densité ne veut pas dire promiscuité. Densité veut dire vivre ensemble agréablement. Et vous pouvez très bien, si elle est bien faite, vous pouvez vivre avec tous vos voisins autour de vous sans être gêné par eux. Il suffit simplement de bien la réaliser. Alors, voilà quelques idées contre-intuitives assez amusantes. Par exemple, la voiture, je pense aux embouteillages parce que beaucoup de gens sont obnubilés parce que c'est leur galère, les embouteillages. Eh bien oui, mais parce que la voiture est là pour faciliter les transports. Mais en ce qu'elle distend le tissu urbain, eh bien, elle se rend de plus en plus nécessaire. Et donc, l'usage étant de plus en plus fort, vous l'encombrez de plus en plus. C'est là où je dis que quand vous faites des travaux pour faciliter une circulation, plus de gens prennent la voiture et vous engorgez encore plus d'autres points. Et le remède amplifie le mal. Donc, en fait, un des exemples les plus célèbres, c'est Houston, dont 70 à 80% de la surface est dédiée à la voiture, c'est-à-dire les autoroutes urbaines, les parkings, parce que vous êtes obligé d'avoir un parking au départ, un parking à l'arrivée. Et une voiture, ça prend beaucoup plus de place parce qu'elles n'avancent pas à touche-touche, ça prend une place sur un chaussée. Donc, tout ça réuni fait que la surface dédiée à la voiture, et quand vous distendez le tissu urbain, les transports en commun ne sont plus possibles. Vous ne pouvez pas faire une station pour 3 maisons ou pour un truc. Donc,
plus vous êtes dense, plus les transports en commun sont évidents. Moi, le maire de Wuhan m'avait demandé d'étudier. Il m'avait dit, on a fait une ligne de métro, c'est une histoire qui a une quinzaine d'années. Il m'a dit, on a fait une ligne de métro et ça ne marche pas, les gens elle ne marche pas bien, cette ligne. Est-ce que vous pouvez regarder? Alors, je suis allé voir et il avait fait toutes les erreurs de la Terre. C'est-à-dire il avait mis la ligne aux endroits où elle pouvait passer sans racheter du terrain et sans gêner. Donc, ça allait pratiquement nulle part à nulle part. Et deuxièmement, les stations, au lieu de faire des stations rapprochées, parce qu'on marche à peu près 150 mètres, 200 mètres facilement, mais au-delà, on prend un transport. Et il a émis des stations qui faisaient 600, 700, 800 mètres, voire 1 kilomètre éloignées. Ce qui fait qu'une fois que les gens sont dans leur voiture pour aller à la station, en fait, ils continuent, ils ne prennent pas le R. Et puis, troisième défaut, comme il manquait d'espace vert, ils se sont dit, on va en profiter pour faire des espaces verts. Et ils ont fait des espaces verts autour de la gare. Mais, et c'est ce que je lui ai dit, ce ne sont pas les arbres qui prennent le train, ce sont les gens. Et le matin, à 7 heures du matin, vous n'avez pas du tout envie de vous promener dans un parc, vous avez envie d'aller vite, surtout s'il bruine ou si vous êtes en retard, etc. Et donc, une station de métro doit être en plein milieu de la densité des gens. Donc, vive la densité. Si vous ne pouvez retenir qu'une chose, pitié, retenez, vive la densité. Et si tu m'autorises de parler un peu des espaces verts, parce que les espaces verts est un très Non seulement je t'autorise, mais je te le demande. Les espaces verts, c'est la tarte à la crème des politiques, avec tous les écologistes qui sont, moi le premier, qui sont là en disant mais on veut du vert, on veut du vert. Et pour paraphraser Alphonse Allais, c'est de faire la ville à la campagne. Eh bien, l'espace vert, c'est la plus mauvaise idée qui soit dans une ville. Alors, je m'explique. Idée numéro 1, un arbre bien placé. Regardez dans une île grecque, où l'arbre, le marronnier, le beau marronnier dans la cour. Un arbre bien placé est bien mieux qu'un hectare mal placé. Un hectare en banlieue au milieu d'un échangeur, vous n'irez jamais. Mais un bel arbre dans la cour de votre immeuble, au bon endroit, ben, il compte. Et donc, Sur la place du village. Eh ben oui, c'est les quatre arbres du centre. Oui. Et ça vous paraît évident, mais donc, ne pas chercher. Alors, pourquoi pas d'espace vert dans la ville? Parce que plus vous faites. Alors, il faut de la verdure, donc il faut des arbres bien placés, peu nombreux, mais bien placés, et non pas très nombreux, contrairement à toutes les études. Alors maintenant, on voit des affiches. Ah ben moi, je vais planter 1 million d'arbres. Oh, mais non, mais c'est pas du tout. C'est pas ça. C'est à quel endroit je le mets. C'est comme un peintre qui dirait je vais mettre du rouge partout. Ça n'a pas de sens. Et en fait, c'est un petit square bien placé est bien plus intéressant qu'un grand parc. Parce que qu'est-ce que vous faites du grand parc? Vous tournez autour. C'est-à-dire que tout ce qui distend le tissu urbain gêne la ville. Donc, alors, il peut y avoir un Central Park, il peut y avoir... alors, le Bois de Boulogne, c'est formidable parce qu'il ne gêne pas Paris. Il est accessible, il ne gêne pas Paris. D'avoir le Luxembourg ou d'avoir les quais de la Seine, tout ça, oui, c'est des respirations. Mais une fois ça dit, il ne faut surtout pas imaginer qu'on mette un Bois de Boulogne en plein centre de Paris. Vous allez passer votre temps à tourner autour. Donc, on va revenir au problème précédent des transports, des trucs, du manque de densité, etc. Donc, une ville réussie, elle n'est pas née de nulle part, elle est née des croyances, elle est née des chemins, elle est née des hommes, elle est dense. Et finalement, elle pollue bien moins qu'on ne croit. On va dire 2 mots de la ville ratée, c'est-à-dire la ville toute numérique. Et puis après, on reviendra à quelque chose de plus positif.
Voilà, voilà. Alors, j'ai eu l'expérience de la ville de Xiong'an. Il se trouve que le président Xi Jinping, comme quelquefois des grands élus, enfin lui il n'était pas élu, hein, il était nommé, mais quelquefois ceux qui s'estiment des grands personnages de l'histoire veulent marquer leur vie d'une grande œuvre. Et lui, peut-être un peu mégalo, s'est dit, je vais faire une ville nouvelle. Pékin est engorgé avec ses 6 périphériques successifs. Pékin est engorgé, faisons une ville nouvelle. Un peu comme De Gaulle avec Paul Delouvrier. Et il m'a demandé de réfléchir au développement de cette ville nouvelle. Je n'étais pas là tout à fait à l'origine. Et donc, quand j'y suis arrivé, c'était le début. Il y avait déjà quelques premières constructions et quelques premiers plans. Et je vais voir donc le responsable de cette ville. Et puis, je regarde, et la ville était déserte, mais totalement déserte. C'est-à-dire que tout était numérisé, automatisé. Donc, vous arriviez d'abord dans une voiture sans chauffeur, complètement automatisée. Vous arriviez dans un immeuble où il fallait montrer son passeport, son truc numérisé, il n'y avait personne. Vous montiez à un escalier où il n'y avait personne, et puis vous finissiez par trouver dans les 500 bureaux qu'il y avait un humain, un Chinois qui me dit « Oui, c'est moi le patron, il était tout seul. » Et ensuite, vous descendez dans la rue, personne sur les trottoirs. Vous allez dans une boutique, personne parce que c'est numérisé, c'est-à-dire que vous montrez votre carte, la porte s'ouvre, vous choisissez les produits, ensuite vous mettez votre carte, vous êtes débité votre compte sans rien faire et vous partez. Vous arrivez à l'hôtel, personne, donc vous entrez. Donc vous passez votre journée sans rencontrer personne. Donc les quelques, j'allais dire, les quelques Pékins qui viennent sont neurasthéniques, deviennent complètement déprimés, et personne ne veut y vivre parce qu'ils ont fait tous les défauts, tout, c'est-à-dire tous les poncifs qui est dans l'imaginaire des gens, c'est-à-dire une ville aérée. Ah, ça pourrait être aéré, elle était aérée. Hein. Alors là, des avenues très larges, au cas où il y ait des voitures et des embouteillages. Bon. Les avenues étaient beaucoup trop larges. Les murs sans rien, avec des tours qui se succèdent. Tout était numérisé. C'était pas une ville pour les hommes, c'était une sorte de mécanique qui aurait pu habiter des humains, mais vraiment des squelettes, quoi. Donc voilà, c'était la caricature. Et alors donc, au bout de quelques jours, j'ai refusé de continuer à travailler pour cette ville parce que d'abord, je ne voulais pas travailler sur une ville où il n'y ait que des erreurs, et ensuite, je ne voulais pas y habiter parce qu'il aurait fallu donc y rester. Et je ne peux pas vivre au milieu de rien, c'est pas possible, quoi. Donc c'est une expérience qui actuellement est arrêtée. Donc c'est une ville qui vivra pas. C'est une ville mort-née en fait. Étonnant quand même. Et alors une ville réussie. Ah, tu es d'accord pour qu'on parle d'une ville réussie? On va terminer sur la ville réussie et sur l'espoir de quand même créer des villes réussies qui ne soient pas très anciennes, qui ne se sont pas créées spontanément autour d'un temple et d'une rivière. Je crois que ça existe. Moi, je pense au Futuroscope, mais tu donneras peut-être un ou deux autres exemples. Oui, en tout cas, terminons sur une note positive et qui regarde vers l'avenir. Et voilà, positivons. Alors, une ville réussie, c'est une ville qui allume les feux de la rampe sur un point particulier. C'est-à-dire, c'est pas une ville qui répond à un besoin, c'est une ville qui précède le besoin et qui crée un imaginaire. Ça a été le génie de René Monory, qui un jour m'a demandé, mais c'était un jour il y a plus de 35 ans maintenant, il m'a dit, voilà, on va abriter les services informatiques du département,
à votre avis, combien coûterait l'immeuble? Et je lui ai dit, mais si on abrite les services informatiques du département, et tu vois, cette ville est née du numérique, en fait, d'une idée numérique. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Et oui, c'est intéressant parce que c'est donc que l'on peut faire bien tout en profitant. C'est la définition du néo-futurisme. Le néo-futurisme, c'est comment utiliser tous les acquis, les atouts de ce monde extraordinaire, asymptotique, technologique qui est le nôtre, tout en restant à la dimension humaine. C'est ça, en fait. C'est ne pas utiliser le futurisme pour faire gigantesque et froid, mais pour utiliser le futurisme comme facilitateur de vie chaleureux. Donc, c'est-à-dire pas le futurisme, la vraie prospective. C'est la vraie prospective. Oui, exactement. Ouais. Et oui, oui. D'où l'interview. Voilà. Et en fait, je lui ai dit, mais si on fait quelque chose comme ça, il faut le rendre visitable. Et il m'a dit, si c'est visitable, ça doit être bien, et si ça doit être bien, ça doit être très bien, etc. Et petit à petit est née l'idée de faire un lieu visitable autour du monde de demain, autour du futur, ce qui est devenu le Futuroscope. Est arrivé Thierry Breton qui a donné une dimension intéressante. Il a dit, mais dans le fond, on va créer une sorte de triptyque qui est l'amusement, parce que si on n'amuse pas, les gens ne viendront pas, l'enseignement, parce que si on n'apprend pas, on perd son temps et on ne construit pas, et le travail, parce que c'est industrieux, il faut que l'ensemble ait du succès avec une production et un produit brut. Et donc, on a créé une ville, une sorte de ville nouvelle, dans laquelle l'habitation est arrivée petit à petit après, mais principalement des étudiants, et surtout, ça a revitalisé un morceau de territoire qui se mourait tranquillement. Donc tout ça a été revitalisé. Et ce triptyque a vraiment bien fonctionné, fonctionne toujours, et il est, comme je le disais tout à l'heure, il a sa fonction d'attirer et de rayonner. Alors pourquoi rayonner? Eh bien, il faut rayonner parce que on doit être fier de l'endroit où on habite. On doit être fier de l'endroit où on travaille et on doit, entre guillemets, être fier de l'endroit où on s'amuse. En fait, il faut jouer sur le fait qu'on est heureux d'être là. On conseille aux autres de venir et quand on dit qu'on est là, les autres disent « Ah, tu as de la chance d'être là ». Et dans un dîner en ville, dans le Poitou, avant le Futuroscope, je n'avais pas rencontré un ado qui aurait dit « Ah, ben moi, plus tard, je vais rester ». Ils voulaient tous partir. Et depuis le Futuroscope, presque tous, ou une grande partie, disaient « Ah, ben oui, mais moi, ici, on peut le faire. C'est ici que ça se fait ». Donc, en fait, on retrouve l'idée qu'une ville réussie, c'est une âme, c'est un esprit, c'est le fait d'être ensemble, c'est une sorte de foisonnement positif où on est heureux. Parce qu'il ne faut pas oublier que le but de la vie, ce que l'on recherche tout, c'est être heureux. Merci beaucoup, Denis. En cette période où on parle beaucoup de télétravail, de retour à la campagne, tu nous as remis la ville à sa place dans nos cœurs. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et bonne journée à tous. Au revoir.